pour reprendre les deux catégories de Karl Popper, nous avons affaire à des sociétés closes. Karl Popper a utilisé son concept pour le communisme. On voit vers quelle catastrophe a conduit la société close, et l'islam se ferme sur lui-même. Est-ce qu'il était légitime de bombarder les populations afghanes? Écoutez, est-ce qu'il était répondez à ça? C'est très important. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Très clairement, pour moi, c'est collatéral. Ah, les innocents qui sont morts en Afghanistan sont des victimes collatérales. Eh ben, c'est collatéral, si parce qu'il faut c'est ce rationalisme-là, c'est cette démocratie-là, vous me faites très peur. La peau des talibans. Mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, c'est une guerre contre les talibans. La population afghane, elle subissait le régime des talibans, elle ne le soutenait pas. C'est eux qu'on a tués. Subissait, ça, allez savoir. Hein. Ah d'accord. Ils sont tellement atteints par la maladie de l'islam que je me demande... Qu'ils méritent les bombes américaines. Non, je ne dis pas qu'ils le méritent. Ah ben c'est ce que vous dites, vous avez soutenu. Collatéral, il y a une guerre là. Pour vous, Tariq Ramadan, les remèdes ne peuvent pas être simplement, comme vous le proposez dans votre livre, c'est en réformant l'islam qu'on va résoudre le problème de l'éducation dans les sociétés musulmanes, ou le problème de la justice, ou le problème du rapport au Nord. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible aujourd'hui de traiter les gens comme on les traite en Afrique du Nord, et quand ils viennent chercher du travail en Europe, on les traite de cette façon-là. Et il y a deux responsables, encore une fois. Il y a les États européens dans leur politique d'immigration, et il y a les États d'Afrique du Sud qui ne font rien... D'Afrique du Nord, pardon. Et d'Afrique du Sud aussi, soit dit en passant, mais d'Afrique du Nord, qui ne font rien pour ces populations-là. Donc cette critique, il faut qu'elle soit double. Vous avez une critique unilatérale, on a l'impression que vous voulez plaire à une population qui est au Nord et qui vous écoute en disant « Ah ben voilà, il dit ce qu'on pensait ». Vous n'êtes pas dans le dialogue, monsieur Medeb, vous êtes dans ce que j'appelle le monologue interactif. Vous parlez la langue de ceux avec lesquels vous êtes. Je parle la langue de ce qui m'a formé. Et... Je crois que le procès qui est fait à ce texte est d'abord extrêmement excessif, parce qu'on est passé dans l'ordre de la passion, et on ne m'a pas répondu sur le fond. Ma position, elle est extrêmement claire. Ma position est extrêmement claire sur le fond. Je cite un certain nombre de noms, juifs ou non juifs, et ma position n'était pas cela d'abord, qui soutiennent la politique israélienne et qui nous donnent une lecture de ce qui se passe en France et sur la scène internationale biaisée. Je prends tous les exemples, tous les noms que j'ai cités, de toutes ces personnes-là, dans leur prise de position, ne dénoncent jamais de façon déterminée et claire la politique israélienne. Ce que j'ai entendu de M. Bernard-Henri Lévy, c'est dire « je me sépare de Sharon ». Sharon, on ne s'en sépare pas, on le condamne. Quand on le condamne, c'est un homme d'extrême droite, c'est une politique qu'il faut condamner. Donc à partir de là, je veux dire, même le silence de M. Kouchner sur la question me pose problème. On ne peut pas se présenter de façon internationale comme un humaniste et puis se taire sur le martyr, puisqu'il faut utiliser le terme de Finkelkraut, de la population palestinienne. Ce que j'attends de ces intellectuels, de quelque nature que ce soit, c'est qu'ils prennent des positions qui soient alors pour le coup universalistes. Et quand on vient me dire à moi que je ne suis que critique, que je ne viens que parler de l'apologie de l'islam, lisez tout ce que j'ai écrit. Je suis critique à l'endroit des pays musulmans, à l'endroit de la politique des pays musulmans et des musulmans eux-mêmes, et je pense à une chose, ce que j'attends de tous ces intellectuels-là, voilà, mais ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils condamnent la politique israélienne et qu'on ne vienne pas nous dire sur des plateaux de télévision en France, quand des Palestiniens sont en train de se faire tuer, vous savez, ce sont les victimes palestiniennes qui sont responsables de transformer les militaires israéliens en bourreaux. On l'a entendu sur la propos de Denis Siffert. Ah, on revient... Mais non, qui touche aussi à cette question. Sur le fond, si demain, il y a un État palestinien, un État israélien, que ces deux États, l'un à côté de l'autre, veulent se rencontrer, veulent travailler la main dans la main, développer une vraie démocratie chez l'un et chez l'autre, je peux vous assurer, et je ne crois pas me tromper, qu'aussi bien Alain Finkielkraut, moi-même ou tant d'autres juifs diront nous sommes contre les implantations juives dans les territoires palestiniens à une condition, que s'il y a des Arabes à Haïfa, à Beersheba ou à Tel Aviv, j'ai aussi le droit d'aller en vacances à Naplouse, à Hébron ou ailleurs, sans risquer de me faire assassiner. Qui est-ce qui entretient cette terreur? Mais arrêtez de... Je veux dire, il y a un État bourreau, qui est un bourreau, je suis désolé, qui est en train... J'aimerais la politique fixe. Oui, non. Demain, nous avons cette situation. Je vous demande de dire clairement, parce qu'il me paraît quand même qu'aujourd'hui, l'État et le gouvernement qui est en train d'opprimer un peuple et de le coloniser, c'est l'État israélien. Et je vous demande, par esprit citoyen français,
de dire cette condamnation et de ne pas transformer les bourreaux en victimes. Et j'aimerais juste dire une chose, s'il vous plaît. J'aimerais quand même, parce que tout à l'heure, on a dit une chose. On me dit, oui, vous avez fait une liste de non-juifs. Voilà. Alors, ma position, elle est celle-ci. La liste, elle est liste pourquoi? Elle est liste parce que je m'adresse là à ceux qui sont les plus médiatisés en France. C'est-à-dire que toute cette liste, le point commun de tous ces intellectuels, c'est leur caractère médiatique et leur silence ou leur complicité quant à Israël. C'est ce qui explique cette liste. C'est pas une suspension. Quand Amnesty International aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, c'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position, je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose. Non, mais attendez, vous savez la différence entre vous et moi, c'est que vous ne direz jamais, vous, aujourd'hui, au roi d'Arabie Saoudite, que ce qui est en train de se passer dans son pays est absolument inadmissible. Et comme vous l'avez dit, barbare. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire. Vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. Je répète avec clarté que je m'oppose à ces applications. Mais maintenant, j'aimerais retourner les choses, parce que je vous ai entendu dire des choses. Vous savez, vous dites, non, moi j'en ai vis-à-vis de l'islam politique. Et ensuite, on vous lit et on entend, l'islam ne peut pas et ne veut pas s'intégrer. Vous parlez donc de l'islam. Votre problème, c'est l'islam. L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer. Attendez, soyez sérieux. Si, en tout cas, vous avez l'habilité, il faut avoir la précision quand on est un homme politique. Et ma question, elle est celle-ci. Vous avez pris, par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est plus important, Jésus ou Chirac? Bon. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, il peut répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur de Villiers, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous? La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. Donc, alors là, c'est le même combat. C'est le même combat. Vous deux, une chose, parce que on peut avoir une proposition qui est juste, mais avoir une conclusion qui est fausse. La proposition qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a un vrai problème interne et il faut être critique par rapport aux dynamiques dans le monde arabe. Quand il a été dit, par exemple, que les intellectuels, parfois, n'étaient pas présents, que la société civile n'était pas... Il faut considérer qu'il y a une dictature, mais qu'on attend, par exemple, à l'heure où on parle maintenant, il est très important que le mouvement d'opposition prenne ses responsabilités et trouve les voies plurielles. On ne peut pas systématiquement blâmer l'Occident, et ça, c'est vrai. Il y a un discours qui a été, parfois, victimaire en nous disant... La seule cause de tous nos problèmes dans le monde arabe, c'est la question palestinienne. Or, moi, je pense que c'est le contraire. C'est la conséquence des problèmes en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de dictature et il n'y a pas de société civile. Mais vous ne pouvez pas, avec cette proposition qui est juste, aller vers la conclusion que finalement, Israël, c'est rien du tout. Je veux dire, tout ce dont on est en train de parler, écoutez, soyons sérieux et lucides sur le monde arabe. Les vraies questions sur les démocratisations, le respect des peuples, le fait de l'indépendance de ces peuples, le fait qu'ils puissent avoir accès à leurs matières premières ou au pétrole, c'est central sur la question économique et sur la question sécuritaire, avec la place centrale d'Israël aujourd'hui. Même l'administration d'Obama, qui a voulu avancer et nous présenter une nouvelle image, aujourd'hui est complètement coincée par des impositions qui viennent d'où? Qui viennent de la centralité de la question israélienne dans la région. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait que les blocages en amont dans le monde arabe sont dus aussi au fait. Et moi je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, Israël préfère 1000 fois des dictatures qui lui permettent de continuer son travail, de continuer cette colonisation lente et le fait accompli, que des démocraties parce que les voix du peuple refusent la politique israélienne
israélienne actuelle. Condamnation sur Sakineh. Ah, mais moi, j'ai condamné à plusieurs reprises et depuis le départ. Vous avez signé la pétition de Bernard-Henri Lévy? Non, j'ai condamné sans signer. Non, faut pas confondre les pétitions instrumentalisées et les positions de principe. Ma position de principe a été une condamnation. Je n'aime pas du tout les condamnations sélectives de certains qui se braqueront sur l'Iran parce que c'est dans l'air du temps, mais on ne les entendra jamais sur l'Arabie Saoudite parce que c'est l'ami du gouvernement. J'aimerais bien les entendre, qu'ils fassent une pétition sur l'Arabie Saoudite et je la signerai avec lui. Alors je peux vous dire... Au 7e jour de son offensive sur Gaza, Israël poursuit sans relâche ses raids ciblés sur le territoire palestinien. Hier, 2 missiles sur 7 immeubles ont tué l'un des chefs politiques influents du Hamas ainsi que sa famille. Des tirs d'obus israéliens viennent de frapper une école de l'ONU où s'étaient réfugiées des dizaines de familles. On compte au moins 40 morts, selon un premier bilan. Des femmes, des enfants, des vieillards. Sur le terrain, les unités d'élite tentent toujours d'avancer en profondeur. De jour comme de nuit, les opérations commando se multiplient. Voilà où nous en sommes, des commentaires sur Tariq Ramadan. Parce que je suis choqué. J'aimerais vous dire une chose, je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à être des Européens, à vivre en Europe et en Occident et à voir la couverture médiatique. Et on a l'impression que la propagande israélienne fonctionne jusque-là. Là, ce qu'on vient d'entendre, en une phrase, c'est le Hamas qui a rompu la trêve, c'est tout ce qui est dit, c'est la légitime défense d'Israël. Et puis, dans le massacre, on met en évidence qu'on est en train de cibler un certain nombre de membres du Hamas. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les organisations de solidarité, les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles disent ? Tous ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est un massacre de civils. C'est un massacre d'une population. Alors moi, je trouve très cynique, je suis désolé de vous le dire, d'entendre dire, mais alors si on bombarde autant, pourquoi il n'y a pas plus de morts? Où sont-ils? Attendez, quand même, je veux dire, vous pouvez en arriver à ce cynisme-là. Les gens sont... C'est du cynisme. Vous êtes dans le calcul et en essayant... Non. Je pense une seule chose. C'est que quand on entend... C'est pas à l'aveugle. Attendez. Un massacre, c'est Hama, 82, quand Assad liquide 20 000 frères musulmans. Ça, c'est à l'aveugle. Attendez, quand on frappe une école et puis qu'on tue les gens et qu'ensuite on essaye de... quelqu'un a ciblé une école ? Attendez. Oui, après on dit il y avait des gens du Hamas et que l'ONU est en train de dire il n'y avait aucune personne du Hamas, il n'y avait aucun militant, il n'y avait aucun militaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment vous pouvez être assis ici, voir ce qui est en train de se passer et ne pas prendre une position simple qui est la seule qui soit la condamnation totale et absolue de ce qu'on est en train de voir et ne pas essayer de tourner ceci en compassion n'est pas raison. Israël est victime. C'est pas une compassion, c'est de la justice. Que si. Non, je suis pas du tout dans la compassion, je suis dans l'ordre de la justice. Madame, je comprends parfaitement votre réaction. Et je comprends parfaitement votre émotion, c'est celle que moi j'ai éprouvée de mon côté dans des circonstances différentes. Vous ne l'éprouvez pas là ? Écoutez, oui, bien sûr. Est-ce que vous l'éprouvez là ? Mais écoutez, voyez, est-ce que vous condamnez ça ? On ne fait pas ici une discussion à l'estomac. Bien sûr que non, je ne le condamne pas. Vous ne condamnez pas ça ? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça vous suffit. C'est-à-dire que les civils palestiniens ont moins de droits que les civils israéliens. Mais moi, monsieur, vous savez ce que vous avez osé dire. Monsieur, vous savez ce que vous avez... Laissez-moi terminer. Là, vous savez ce que vous avez osé dire ? Vous allez oser remettre en cause ma propre citoyenneté suisse, monsieur. Mais qui êtes-vous ? On a même donné la citoyenneté suisse à Ramadan. Vous vous rendez compte ? Mais qui êtes-vous pour vous donner, au-delà de la loi, la compétence de pouvoir me reprendre une citoyenneté ? Dans vos livres, où vous dites... C'est vrai ça, monsieur Freisinger, ce que dit monsieur Ramadan ? Non, j'ai dit qu'en Suisse, on donnait même la citoyenneté suisse aux frères Ramadan. Ça veut dire quoi ? Vous imaginez ce que cette société est en fait ouverte? Mais si vous étiez au pouvoir, je ne l'aurais pas eu, monsieur Freisinger. Pardon ? Si vous étiez au pouvoir, et je suis content que vous ne le soyez pas, je ne l'aurais jamais eu. Mais il y a des lois ici. Répétez-le. Je l'aurais eu, vous me l'auriez donné. Bon, alors maintenant, avec je vous pose une question. Bon, puisque vous le prenez comme ça, je vous pose une question très simple. Je sais, en ce qui me concerne, quelle est ma légitimité d'être assis ici, puisque vous avez fait allusion à cela avant. Je suis un élu du peuple, d'accord ? Un élu du peuple, sur la base du suffrage universel, avec derrière une démocratie. Monsieur Ramadan, vous représentez qui ? Je représente un citoyen de confession musulmane que vous choquez. Non, attendez, qui vous représentez à travers vos discours ? Pourquoi il n'y a jamais de musulman qui est contraire à vos opinions en face de vous ? Mais qui vous a dit, Monsieur Freisinger, on l'a dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé monsieur Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Pourquoi ils l'ont interdit d'entrer aux États-Unis, raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir.